Les chroniques européennes relatent l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la médecine. Des pages où les traités médicaux côtoient la violence et où, sous le couvert du traitement, se cachent des pratiques qui semblent aujourd'hui inconcevables. On croyait que pour guérir un homme de la lèpre ou de la peste, il fallait transférer la maladie sur le corps d'une jeune fille. C'est pourquoi les petites filles, souvent avant même d'avoir atteint la puberté, devenaient des remèdes vivants, des objets de violence légitimés par la rhétorique religieuse et médicale. Ce mythe sur le pouvoir curatif des vierges s'est infiltré dans la pratique des médecins, dans les conseils des médecins de cour et dans les discours des prêtres, qui justifiaient les souffrances des enfants en affirmant que leur sacrifice sauvait la vie des hommes. Pour comprendre comment cela a été possible, il faut replacer le contexte de l'époque. L'Europe des XIVe et XVe siècles vivait dans l'ombre des épidémies. La peste emportait des millions de vies. La lèpre détruisait les corps et les âmes. La syphilis, apparue plus tard, semait la panique et suscitait un besoin désespéré de remèdes. La médecine traditionnelle était basée sur un mélange de textes anciens, d'interprétations bibliques et de superstitions. Le corps humain était considéré comme un récipient rempli de fluides, sang, bile, mucus. Le déséquilibre de ces fluides était considéré comme la source des maladies. Et lorsque la maladie résistait aux saignées et aux prières, les médecins désespérés trouvaient une explication dans le fait que la maladie pouvait être transmise à un autre corps, plus pur. Paradoxalement, c'est précisément la virginité, symbole d'innocence et d'intactitude, qui est devenue la clé de cette méthode monstrueuse. Les traités médicaux, rédigés dans les centres universitaires de Bologne, Paris ou Salamanque, mentionnaient souvent que le simple fait de toucher le corps d'une vierge pouvait apaiser la fièvre. Dans certains cas, cela était mentionné comme un contact, mais derrière l'euphémisme médical se cachait la pratique du viol, souvent commis avec l'approbation tacite de l'Église ou des autorités laïques. Il existe des documents où, dans la liste des remèdes contre la lèpre, figurait la recommandation suivante: union avec une jeune fille pure. De telles mentions se trouvent dans des manuscrits du XVe siècle conservés dans les bibliothèques monastiques du sud de la France et du nord de l'Italie. Ils sont particulièrement fréquents dans le contexte des patients riches qui avaient les moyens d'obtenir ce remède au prix de la vie d'autrui. Les pauvres n'avaient accès ni aux médecins, ni aux jeunes filles que l'on pouvait acheter à des familles désespérées. À une époque où les filles âgées de 10, 11 ou 12 ans étaient déjà considérées comme aptes au mariage, leur corps n'avait pratiquement aucune protection juridique. Craignant d'être contaminés par leur mari malade ou espérant être rémunérés pour leur sacrifice, les parents acceptaient souvent. Des sources indiquent que dans les terres germaniques et sur le territoire de l'actuelle République tchèque, ces pratiques prenaient le caractère d'un rituel. On considérait que l'acte de guérison devait être accompagné de prières et d'une bénédiction. Le paradoxe réside dans le fait que la religion, qui prônait la pureté, devenait ici un instrument de légitimation de la violence. Les descriptions de ces pratiques sont effrayantes. La fillette était enfermée dans la chambre du malade, à qui on prescrivait l'union charnelle comme remède. Certaines chroniques mentionnent qu'après l'acte,
les médecins observaient l'état du homme et constataient une diminution de la fièvre. Mais derrière cette description médicale austère se cachaient des cris, du sang et des destins brisés. Les filles mouraient souvent des suites de la violence ou de la maladie elle-même, car la croyance dans le transfert signifiait que l'infection devait passer dans leur corps. Ces pratiques n'étaient pas massives au sens statistique du terme, mais elles étaient révélatrices. Elles montrent comment le désespoir de l'époque, l'absence de médicaments efficaces et la croyance dans le mysticisme ont rendu possible la violence institutionnalisée. Dans leurs traités, les médecins écrivaient que la pureté de la Vierge était une substance capable d'absorber le poison de la maladie. Dans les instructions monastiques, on trouve des avertissements selon lesquels le péché est lié à la guérison. Mais ces réserves ne faisaient que souligner que la pratique était connue et discutée. Il est intéressant de noter que ces idées n'apparaissaient pas seulement en Europe. Dans les textes médicaux arabes du XIe siècle, on trouve des mentions du pouvoir curatif de la virginité, bien que l'exploitation sexuelle directe y soit moins fréquente. Mais c'est précisément le contexte européen, avec ses épidémies et son effondrement social, qui a fait de ce mythe un instrument de justification de la barbarie. Au XIVe siècle, à l'époque de la peste noire, lorsque la mort fauchait des villes entières, le désespoir a renforcé la propagation de telles croyances. Et plus la mortalité était élevée, plus les rumeurs sur les méthodes miraculeuses, y compris l'utilisation du corps d'un enfant comme remède, se propageaient activement. Le sort des victimes restait pratiquement inconnu. L'histoire a retenu les noms des médecins qui prônaient ces méthodes et ceux des dirigeants qui autorisaient cette pratique sous leur surveillance. Mais les noms des filles elles-mêmes ont disparu, se fondant dans l'anonymat. Nous savons qu'en Angleterre, à la fin du XIVe siècle, à la cour d'Édouard III, on discutait de méthodes de traitement de la lèpre chez les nobles, et une lettre mentionne une tentative de guérison par une jeune fille. Les chroniques allemandes font état de procès où des parents étaient accusés d'avoir vendu leur enfant à des fins médicales. Mais même là, la voix de la petite fille ne se fait pas entendre. Le plus effrayant est de réaliser que cette pratique n'était pas considérée comme un crime. Elle était considérée comme une expérience médicale, un acte désespéré, parfois même un sacrifice pieux. Dans un contexte où la nature des infections et des microbes était mal comprise, la croyance en la transmission de la maladie aux filles semblait logique. Et c'est précisément cette logique qui a conduit des centaines d'enfants à être brisés ou tués dans le cadre d'un processus appelé traitement. L'histoire du viol thérapeutique n'est pas seulement une histoire de médecine, c'est une histoire de pouvoir masculin, religieux, politique. Un pouvoir qui permettait aux hommes de sauver leur peau au détriment des filles. Et ce n'est que le début d'un tableau dans lequel le sacrifice des enfants est devenu partie intégrante d'une alliance monstrueuse entre la science, la peur et la violence. Lorsque l'on examine de plus près le contexte de l'époque, il apparaît clairement que le principal mécanisme de légitimation de ces pratiques était le système du pouvoir, tant ecclésiastique qu'universitaire. Les traités médicaux et les raisonnements théologiques allaient de pair, formant un langage qui justifiait ce que nous appelons aujourd'hui la violence envers les enfants. Les universités médiévales, Paris, Bologne,
Oxford, Padoue étaient non seulement des centres d'érudition, mais aussi des lieux où s'ancraient les dogmes médicaux. Les textes médicaux s'appuyaient souvent sur les autorités antiques, Galien, Avicenne, Hippocrate, mais leur interprétation se faisait dans un contexte où la peur de la mort et des épidémies était bien plus forte que la logique. Dans un traité médical du XIVe siècle, conservé aujourd'hui à la bibliothèque de Montpellier, on trouve cette formulation directe. Si le corps est atteint de pourriture, il doit être purifié par union avec un corps pur. Le mot union, latin conjunctio, ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un acte sexuel. L'Église adoptait à cet égard une position ambivalente. D'une part, les conciles officiels condamnaient les relations charnelles hors du mariage, en particulier lorsqu'elles concernaient des enfants. D'autre part, des réserves étranges et inquiétantes apparaissaient dans les sermons privés et les instructions pastorales. Ainsi, dans les notes d'un prêtre bavarois du XIVe siècle, on peut lire « Si un homme est atteint d'une maladie et que sa femme est incapable de le guérir, une jeune fille peut être sacrifiée pour le salut de son âme. Ici, la Vierge est considérée comme un animal sacrificiel, offert sur l'autel de la médecine. Les autorités laïques ont également contribué à consolider ces pratiques. Les cours royales et princières invitaient souvent des médecins universitaires, et c'est précisément dans ces cercles élitistes que l'idée de union curative trouvait son application. En Angleterre, à l'époque d'Édouard III, les chroniques rapportent que certains hommes malades de la noblesse recevaient un traitement spécial. Et bien qu'il existe peu de documents mentionnant explicitement des viols de vierges, les références indirectes sont trop nombreuses pour être considérées comme fortuites. La structure même de la société, où l'enfance n'existait pratiquement pas en tant que catégorie, jouait un rôle particulier. Une fille de 10 ou 12 ans pouvait être considérée comme prête pour le mariage et la procréation. Cela ouvrait une brèche aux médecins et aux théologiens. Après tout, si son corps était déjà considéré comme prêt, l'acte de violence devenait à leurs yeux une parodie de mariage. Les parents, sous la pression du besoin ou de la menace, acceptaient souvent. Le facteur économique est important. La virginité avait une valeur marchande réelle dans l'Europe médiévale. Sur certains marchés, en particulier dans les villes portuaires, les filles étaient vendues comme servantes pures à des familles riches. Et là encore, la médecine intervenait. Une jeune fille destinée à être soignée pouvait rapporter plus qu'une servante. C'est ainsi qu'est apparu un marché du corps humain, où la médecine devenait le commanditaire de la violence. Il existe des documents judiciaires qui ont été conservés. À Nuremberg, à la fin du XVe siècle, a été jugée l'affaire de la mort d'une fillette de 11 ans, décédée quelques semaines après avoir séjourné dans la maison d'un marchand lépreux. Les parents affirmaient qu'elle avait été donnée pour être soignée, tandis que le médecin déclarait qu'il s'agissait d'un moyen nécessaire. Le juge a reconnu les parents coupables non pas d'avoir vendu leur fille, mais seulement de l'avoir mise en danger sans contrepartie financière. Une telle décision montre à quel point la frontière entre violence et expérimentation médicale était floue. La tragédie résidait également dans le fait que les filles soumises à un tel traitement se retrouvaient souvent isolées après avoir subi des violences. Si elles survivaient, elles tombaient souvent malades elles-mêmes
infectées par la lèpre, la syphilis ou d'autres maladies. Mais la société ne voyait pas en elles des victimes, mais des impurs. Elles pouvaient être envoyées dans des léproseries, des monastères ou simplement expulsées. Ainsi, la victime était doublement punie. D'abord, son corps était utilisé comme remède, puis elle était accusée d'avoir perdu sa pureté. Les documents des procès de l'Inquisition confirment que les rumeurs sur ces pratiques suscitaient la peur et l'indignation. Parfois, les parents se plaignaient, parfois, les moines soulevaient la question. Mais ces voix se noyaient dans le bruit général de la peur des épidémies. Lorsque la vie d'un homme noble était en jeu, la société était prête à fermer les yeux sur la mort d'un enfant. Il est intéressant de noter que les médecins eux-mêmes défendaient parfois leurs pratiques en utilisant des termes religieux. Dans un manuscrit trouvé en Autriche, on peut lire « Tout comme l'agneau accepte le couteau pour le rachat, la jeune fille accepte la souffrance pour la guérison d'autrui. » Ces lignes ressemblent à une substitution théologique flagrante. La violence était présentée comme une forme d'acte sacré. Peu à peu, toute une série de superstitions s'est développée autour de cette idée. Les récits populaires affirmaient que la maladie sortait avec le sang de la virginité, que la fièvre de la peste passait dans le corps de la jeune fille. Dans certaines régions d'Europe, il existait même des rites magiques dans lesquels l'acte de violence était accompagné de prières et d'incantations. La médecine, la religion et la magie s'entremêlaient dans une alliance terrifiante où la souffrance de l'enfant faisait partie intégrante de la thérapie. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé, mais d'un phénomène systémique. Le pouvoir des universités, l'autorité de l'Église et la soif de survie ont créé des conditions où le corps humain d'une petite fille était la dernière ressource, le dernier remède. Et cela rend le tableau encore plus effrayant. Il ne s'agit pas de crimes secrets, mais de pratiques qui, bien que passées sous silence, étaient intégrées dans le tissu social et médical de l'époque. Lorsque l'Europe est entrée dans l'ère moderne, il semblait que, avec l'essor de la médecine universitaire et le développement de l'anatomie, de telles pratiques devaient disparaître. Mais cela ne s'est pas produit. Le mythe du contact curatif avec une vierge a non seulement survécu, mais s'est transformé, continuant d'exister dans différentes couches de la société. Le XVIIe siècle, siècle de la réforme et de la contre-réforme, semblait être une période de rationalisation et de lutte contre les superstitions, mais c'est précisément à cette époque que la croyance au remède des vierges a atteint son apogée parmi la noblesse et les bourgeois aisés. En France, à l'époque de Louis XIV, il existe des témoignages de médecins de la cour qui conseillaient d'apaiser la fièvre par un contact avec une vierge. Bien que la médecine officielle se soit progressivement tournée vers les concepts de mécanique corporelle et de circulation sanguine, les médecins continuaient à utiliser des remèdes traditionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Les archives du Collège de médecine de Paris ont conservé des documents décrivant des cas où des aristocrates atteints de syphilis se voyaient prescrire une jeune fille. Les documents utilisaient des termes voilés. Cura per intactam, guérison par une vierge. L'Angleterre du XVIIe siècle connaissait des histoires similaires par le biais de rumeurs populaires. Les chroniques mentionnent des cas où des marchands londoniens malades cherchaient des vierges pures pour guérir leurs maladies vénériennes.
Dans la littérature satirique de l'époque, ces pratiques faisaient l'objet de moqueries. Les écrivains mentionnaient des vieillards qui couraient après l'innocence curative. Mais derrière la satire se cachait une réalité. Les filles étaient victimes de violences systématiques, déguisées en nécessité médicale. Ce mythe s'est révélé particulièrement dramatique en Europe centrale et orientale, en Pologne, en Hongrie et en Bohême au XVIIe siècle. On a enregistré des cas où des parents étaient accusés d'avoir vendu leurs filles à des personnes malades. Ces affaires étaient souvent portées devant les tribunaux, mais, comme au Moyen Âge, les peines étaient légères, voire inexistantes. Si elle survivait, la fillette devenait une paria. Elle était considérée comme corrompue et ayant contracté la maladie. Dans certains cas, la pratique du viol thérapeutique faisait partie d'un rituel proche de la magie. Dans les régions germaniques, on croyait que la maladie sortait lors du premier cri de la Vierge. C'est pourquoi l'acte de violence lui-même prenait le caractère d'un sortilège, et les médecins consignaient les signes qui confirmaient soi-disant que la guérison avait commencé. Ces rituels étaient pratiqués en secret, mais la société en avait connaissance. C'est pourquoi les sermons protestants du XVIIe siècle font souvent référence à la croyance diabolique dans le sang des jeunes filles. Le paradoxe résidait dans le fait que, même avec les progrès de la médecine, le mythe ne disparaissait pas. Avec le développement de l'anatomie et les premières autopsies, les médecins ont commencé à comprendre la nature des maladies. Mais pour les maladies incurables, comme la syphilis ou la lèpre, ils continuaient à recourir à des méthodes superstitieuses. La virginité continuait d'être considérée comme une ressource, comme une substance dotée d'un pouvoir purificateur. Ces pratiques se retrouvent également dans le contexte colonial. Lorsque les médecins européens se rendaient dans les colonies, en Afrique, en Amérique ou en Asie, ils emportaient avec eux le même ensemble de superstitions. Il existe des preuves que dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, les colons européens pratiquaient un acte curatif sur les filles locales, croyant que cela les sauverait des fièvres tropicales. Ainsi, la violence, sous couvert de traitement, est devenue une partie intégrante de l'exploitation coloniale. À partir du XVIIe siècle, les critiques se font de plus en plus nombreuses. Certains scientifiques qualifient ouvertement ces méthodes de superstition et de blasphème. Le médecin vénitien Girolamo Gabrieli écrit que la croyance dans le pouvoir curatif des vierges est sans fondement et ne fait que causer des souffrances. Mais même ces voix se noient dans un océan de désespoir. Là où la mort semblait inévitable, la société continuait à chercher le salut dans les formes les plus monstrueuses. Les documents de l'époque rapportent un détail effrayant. Pour les patients riches, on choisissait des filles plus jeunes, estimant que plus elles étaient pures, plus le remède était puissant. Cela conduisait à ce que des enfants de 6, 7 ou 8 ans deviennent des victimes. Pour les médecins, il s'agissait d'une expérience pour les parents, d'une source de revenus ou d'un moyen de plaire à de puissants protecteurs. Pour les filles, d'un cauchemar indescriptible. La situation était aggravée par le fait que les femmes et les enfants n'avaient pratiquement aucun droit. Dans les tribunaux, les paroles des filles n'étaient pas prises au sérieux. Et les parents pouvaient facilement se disculper en affirmant qu'ils ne connaissaient pas les conséquences. Ainsi,
la responsabilité était dissoute et cette pratique a perduré pendant des décennies. Il est important de noter que l'idée même de transférer la maladie persistait dans des superstitions médicales plus larges. Par exemple, on croyait que la maladie pouvait se transmettre par les vêtements, le toucher ou les baisers. La croyance en la possibilité de se débarrasser de la contagion rendait plausible son transfert sur le corps d'une vierge. Ce contexte explique pourquoi la société pouvait accepter de telles pratiques comme quelque chose de logique, bien que terrifiant. Ainsi, le XVIIe siècle n'a pas marqué la fin de cette histoire. Au contraire, le mythe du pouvoir curatif de la virginité s'est renforcé et est devenu partie intégrante du paysage médical et social européen. Et si, au Moyen Âge, il existait à la croisée de la religion et de la médecine populaire, il prenait désormais de nouvelles formes, devenant un élément de la politique coloniale et un instrument de violence à une époque considérée comme le début des Lumières. Au XVIIIe siècle, l'Europe entrait déjà dans l'ère des Lumières. Les idées du rationalisme se répandaient dans les universités. Les médecins parlaient de plus en plus de la nécessité de l'expérimentation et de la vérification, plutôt que de superstitions et de miracles divins. Mais c'est précisément à cette époque que le mythe de la Vierge guérisseuse n'a pas disparu, mais a changé de forme. Il a cessé de faire partie de la pratique médicale officielle et s'est progressivement déplacé vers le domaine des recettes secrètes, des superstitions populaires et des méthodes médicales clandestines, transmises de bouche à oreille. L'apparition de nouvelles maladies, notamment la syphilis, a joué un rôle fatal. La syphilis, qui a envahi l'Europe à partir de la fin du XVe siècle et est devenue l'une des principales menaces au XVIIIe siècle, ne pouvait être traitée par les moyens habituels. Le mercure, utilisé pour la brûler, tuait souvent les patients plus rapidement que la maladie elle-même. Dans ce contexte, les rumeurs sur des méthodes miraculeuses se répandaient particulièrement vite. Dans les notes médicales de l'époque, on trouve des allusions au contact avec des innocentes comme dernier espoir. Même si les médecins n'incluaient pas ouvertement ces méthodes dans leurs traités, elles continuaient à circuler dans les conversations privées et la correspondance. Un élément important a été le fait que l'idée d'un acte curatif s'est déplacée de l'image de la Vierge comme vase entièrement pur vers le culte du sang féminin. Dans certaines régions d'Europe, on croyait que le sang des premières règles ou le sang perdu lors de la perte de la virginité avait un pouvoir curatif particulier. On pensait qu'il pouvait extraire le poison de la maladie ou apaiser la fièvre. C'est pourquoi la violence envers les enfants et les adolescents s'accompagnait également de rituels de collecte de sang. Les chroniques de Prusse orientale mentionnent des cas où l'on donnait à boire le sang d'une fille qui avait perdu sa pureté à des malades. Le discours religieux n'a pas disparu, mais il a changé. L'Église catholique condamnait officiellement ces pratiques, mais dans les sermons privés des paroisses rurales, on entendait encore dire que l'innocence pouvait racheter la maladie. Les communautés protestantes, en revanche, accusaient les catholiques de croyances diaboliques dans la chair des jeunes filles. Mais dans les mêmes principautés allemandes, des pratiques violentes existaient secrètement sous le couvert de traitements médicaux. Il s'agissait d'un étrange dualisme, nié publiquement, mais préservé secrètement. Les affaires judiciaires du XVIIIe siècle montrent que la société commençait à porter un regard plus critique sur ces pratiques, mais les victimes
restait toujours sans protection. Les archives de Vienne ont conservé le dossier d'un aristocrate malade qui, selon les témoignages de ses serviteurs, avait violé une fillette de 13 ans sur les conseils d'un médecin. Lorsque tout a été découvert, le médecin a été démis de ses fonctions, mais l'aristocrate n'a pas été puni. La jeune fille a été envoyée dans un couvent pour être purifiée. En Angleterre, en particulier à Londres au XVIIIe siècle, des cercles médicaux secrets ont vu le jour où de telles expériences étaient pratiquées. Les revues médicales ne parlaient pas officiellement des vierges comme de remèdes, mais dans les instructions domestiques pour le traitement de la syphilis, on trouve des formulations déguisées en euphémismes. Appliquer un remède innocent ou utiliser le corps d'une vierge. Ces textes circulaient sous forme manuscrite, transmis de médecin à médecin. Les contextes coloniaux ont renforcé la propagation du mythe. En Inde et en Afrique, les Européens ont souvent tenté d'utiliser les filles locales comme remède contre les fièvres tropicales. Un rapport de la Compagnie des Indes orientales du XVIIIe siècle mentionne un scandale dans lequel des officiers britanniques pratiquaient des actes curatifs sur des enfants locaux. Officiellement, cela était condamné, mais dans les faits, on n'en parlait pas. Il est intéressant de noter que dans la littérature éclairée de l'époque, le mythe de la Vierge guérisseuse a commencé à apparaître comme un symbole de l'obscurantisme. Des philosophes français, tels que Voltaire, ont écrit des pamphlets satiriques où ils ridiculisaient la superstition de la chair virginale. Mais derrière cette satire se cachait une réalité. Même si l'image était tournée en dérision, les pratiques elles-mêmes continuaient d'exister en marge de la médecine et dans l'ombre des maisons riches. Le plus effrayant, c'est que l'idée du viol thérapeutique au XVIIIe siècle s'est mêlée à une forme primitive de racisme et d'exploitation coloniale. Les colons européens considéraient les corps des autres, les filles africaines et indiennes, comme particulièrement purs et forts. Leur corps devenait non seulement un objet d'exploitation sexuelle, mais aussi un symbole de ressources médicales accessibles aux hommes blancs. C'est pourtant au XVIIIe siècle que les premières sociétés médicales ont commencé à se former, critiquant ouvertement ces pratiques. Mais c'était la voix d'une minorité. La majeure partie de la société continuait à vivre dans la peur des maladies, et le mythe selon lequel l'innocence guérit ne disparaissait pas. On l'appelait de plus en plus souvent remède secret, dernier recours, mais il restait ancré dans une sombre tradition remontant au Moyen Âge. Ainsi, au XVIIIe siècle, nous voyons une image double. D'un côté, l'essor de la science, les premières expériences de vaccination, les premières tentatives d'expliquer les maladies par la microscopie. De l'autre, l'ombre d'un vieux mythe qui, bien que banni des textes officiels, continuait à vivre dans la pratique et dans la société. C'était une époque où la médecine commençait à naître en tant que science, mais où elle continuait à porter le stigmate des superstitions dont les enfants faisaient les frais. Le XIXe siècle est généralement considéré comme l'époque de la victoire définitive de la science sur l'obscurantisme. C'est à cette époque qu'apparaissent les laboratoires, les premières études cliniques systématiques, la théorie des microbes de Louis Pasteur et Joseph Lister, la vaccination, les antiseptiques. Il semblait que les superstitions telles que la croyance en l'acte curatif avec une vierge devaient disparaître définitivement.
Mais l'histoire a prouvé le contraire. Le mythe n'est pas mort, il a simplement changé de forme. Il est passé des cours universitaires à l'espace des conseils secrets, des pratiques populaires et même de certaines communautés médicales, où le désespoir rendait encore possible ce que la médecine officielle rejetait déjà. L'Angleterre victorienne du milieu du XIXe siècle connaissait très bien ce mythe. Dans une société où régnait la morale puritaine, il existait paradoxalement la conviction que les relations sexuelles avec une vierge pouvaient guérir un homme de la syphilis et de la gonorrhée. Les journaux n'en parlaient bien sûr pas, mais dans les consultations médicales privées, on entendait parfois des allusions, un remède accessible uniquement aux purs. Les hommes riches et malades recherchaient des jeunes filles et des enfants, les considérant comme un remède. La police a enregistré des cas où des familles vendaient leurs filles sous le couvert de servantes, mais en réalité pour le traitement secret de clients fortunés. Les rapports parlementaires de la fin du XIXe siècle mentionnent que certains médecins conseillent officieusement d'utiliser le corps des jeunes filles comme dernier recours. Il était particulièrement inquiétant qu'en Angleterre, ce mythe s'inscrive dans le cadre plus large du problème de la prostitution enfantine. À Londres, à la fin du XIXe siècle, il existait tout un réseau de traite d'enfants, et c'était précisément la croyance en un contact salutaire qui alimentait la demande. Des filles de 12, 11, voire parfois 9 ans étaient achetées dans le but de soigner de riches malades. En 1885, un scandale éclata. Le journaliste William Thomas Stead publia une enquête sur l'achat d'une fillette de 13 ans pour guérir un syphilitique. Ce scandale bouleversa la société et conduisit à une réforme de la loi sur la protection des enfants et à l'augmentation de l'âge du consentement. Mais le fait même que cela ait été considéré comme acceptable montre que le mythe était bien vivant. En Europe du XIXe siècle, il existait également dans le contexte colonial. Des médecins européens travaillant en Inde, en Afrique et en Chine ont consigné dans leurs journaux intimes des cas où des fonctionnaires coloniaux exigeaient des remèdes vierges. Dans les colonies, cette superstition prenait une forme encore plus cruelle. Les filles locales étaient violées non seulement pour soigner la syphilis, mais aussi pour se protéger contre les maladies tropicales. Les médecins de la Compagnie britannique des Indes orientales connaissaient ces cas, mais intervenaient rarement, les qualifiant de pratiques culturelles de la société blanche. Sur le continent, au XIXe siècle, le mythe s'est de plus en plus transformé en conseil populaire. Dans les villages allemands et autrichiens, on entendait des expressions telles que un malade a besoin de contact avec un corps pur. Les archives médicales ont conservé les témoignages de familles paysannes qui affirmaient que le médecin avait conseillé de donner un enfant pour guérir un vieillard. En Pologne et en Hongrie, de telles histoires ont existé jusqu'au début du XXe siècle. Les filles étaient données comme dernière chance de sauver leur mari. L'apparition de la psychiatrie et l'intérêt pour la sexualité à la fin du XIXe siècle ont fait de ce mythe un sujet de débat scientifique. Certains psychiatres ont mentionné la superstition du remède de la virginité comme un exemple des croyances pathologiques de la société. Mais le fait même que cela ait été discuté dans des revues scientifiques montre que cette pratique n'avait pas encore disparu.
les médecins devaient expliquer que la virginité n'avait aucun pouvoir purificateur. Il est particulièrement révélateur qu'au début du XXe siècle, le mythe ait refait surface en Afrique du Sud lors d'épidémies de syphilis et de tuberculose. Les colons européens y avaient répandu parmi les hommes locaux la conviction que les relations sexuelles avec une vierge protégeaient contre la maladie. Cette idée s'est progressivement transformée en une superstition tenace, qui sera plus tard appelée mythe de la guérison du VIH par les vierges à la fin du XXe siècle. Ainsi, une histoire qui a commencé dans l'Europe médiévale a survécu de manière inattendue à travers les siècles et a pris une nouvelle forme. Au XIXe siècle, l'Europe a été de plus en plus confrontée à la dénonciation de telles pratiques. Des journalistes, des écrivains et des personnalités publiques ont publié des enquêtes sur la prostitution enfantine et sur les médecins qui utilisaient des enfants sous couvert de médecine. Ces publications ont suscité une vague d'indignation et ont contribué à l'adoption de nouvelles lois. Mais même lorsque la société qualifiait déjà ces pratiques de crimes, elles continuaient d'exister en périphérie, dans des cliniques fermées et dans des colonies. Ainsi, l'histoire du viol thérapeutique s'est refermée sur elle-même dans un cercle vicieux. Née comme une superstition médicale du Moyen Âge, elle a survécu à la Renaissance, au siècle des Lumières et à l'époque victorienne. Elle est devenue partie intégrante de la mémoire culturelle, symbole de la façon dont le désespoir et le pouvoir peuvent transformer le corps d'un enfant en remède. Et bien que la science ait finalement banni ces pratiques de la médecine officielle, elles ont laissé des traces. Des traces dans les archives, dans les dossiers judiciaires, dans les enquêtes journalistiques, mais surtout dans le destin de filles anonymes que l'histoire a privées de leur droit à la parole. Ce mythe a vécu trop longtemps pour être considéré comme une simple coïncidence. Il n'était pas seulement le résultat de l'ignorance, mais le produit d'un système social où la vie des hommes avait plus de valeur que l'innocence des enfants. C'est là que réside son essence la plus sombre et la plus effrayante.